Jerry, vous êtes avocat et vous portez une affaire qui déjà fait grand bruit, puisque vous poursuivez non moins de 33 États européens au nom de 6 jeunes Portugais. Maintenant, la parole est à vous. Bienvenue. Merci beaucoup de vous être rendu disponible pour participer à cette table ronde. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci, Émilie. Je suis très heureux d'être là et d'avoir cette opportunité de participer à cette conférence et de présenter cette affaire qui a été donc menée à partir de septembre avec 6 jeunes adultes et enfants portugais à l'encontre de 33 États. C'est la première affaire de ce style portée devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Avant de vous exposer les principaux arguments sur lesquels cette affaire est basée, j'aimerais bien d'abord vous expliquer comment cette affaire est venue à exister. Le Global Legal Action Network, l'organisation avec laquelle je travaille et qui soutient ces jeunes requérants dans cette affaire, est un réseau d'avocats qui mène des actions en justice transnationale dont le but est de remettre en question l'implication d'acteurs puissants dans des violations des droits de l'homme systémiques. Donc, on travaille sur différents types de problèmes, par exemple la remise en question du commerce des armes, ou le commerce des biens qui est produit avec des systèmes d'esclavage modernes. En 2017, mes collègues et moi, on a commencé à se rendre compte que la crise climatique commençait à projeter une ombre sur tout notre travail. C'était comme si, finalement, avec une expression anglaise, on pourrait dire qu'on était en train d'arranger des transats sur le Titanic, en fait. Donc, on voulait vraiment voir si nous pourrions peut-être utiliser les talents qui sont les nôtres pour soutenir, défendre ce mouvement grandissant qui demande au gouvernement d'agir dans le domaine climatique. En même temps, il y a eu la décision du tribunal de district de La Haye dans cette affaire historique de Uganda versus les Pays-Bas, le premier succès d'une affaire climatique. Et nous nous sommes posé une première question, une question simple. Est-ce que si on porte une affaire à l'encontre de multiples États devant une cour internationale ou une cour régionale, est-ce que cela pourrait soutenir les efforts d'avocats plaidants en matière de climat au niveau domestique, au niveau intérieur? Parce que bien sûr, nous reconnaissons que ce sont les tribunaux domestiques qui sont les outils que nous avons à notre disposition pour forcer les gouvernements à prendre les actions nécessaires. Et en même temps, nous pensons également qu'une cour, un tribunal comme la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg a un rôle essentiel à jouer pour définir des normes que les tribunaux domestiques pourraient ensuite suivre. Cela est très important dans un contexte de problème mondial comme le changement climatique qui nécessite de la part des États qu'ils puissent agir de façon cohérente. Et finalement, nous sommes venus à la conclusion en 2017 que les tribunaux régionaux et internationaux ont un rôle très important à jouer par rapport à la crise climatique. En juin 2017, des feux de forêt ont éclaté sur une échelle inédite dans tout le Portugal. Plus de 60 personnes sont décédées durant cet épisode de feux de forêt, ce qui fait de ces feux de forêt les feux de forêt les plus désastreux, les plus dévastateurs de toute l'histoire portugaise. Et un de mes collègues, Rita Mota, qui faisait partie de nos discussions sur les rôles des tribunaux internationaux, vient de la région de Leiria au Portugal, où la plupart de ces décès se sont produits. Donc, en fait, ça a été vraiment un moment où nous nous sommes réveillés sur l'importance du danger de la crise climatique et cette imminence et cette réalité, la réalité de ce danger. Bien sûr,
nous voulons absolument voir comment on pourrait nous protéger de quelque façon que ce soit. Il s'agissait d'un événement dévastateur. Il y avait le sentiment qu'on avait un besoin d'agir en urgence. Et c'est cela qui a produit cette affaire. C'est comme cela que ces 6 demandeurs, jeunes demandeurs, ont décidé de porter cette affaire. Donc, pourquoi est-ce que nous avons décidé de soutenir ces enfants et ces jeunes adultes à porter cette affaire à l'encontre de plusieurs pays devant la Cour européenne des droits de l'homme? D'abord, je vais vous parler de ce challenge, de ce défi qui est très important et qui, malheureusement, empêche l'efficacité d'une action en justice climatique. Bien sûr, l'accord de Paris nous dit clairement quel est le but mondial. Le but est de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et les scientifiques nous disent que c'est les réductions d'émissions qui sont nécessaires maintenant au niveau mondial ne sont pas respectées. Enfin, les scientifiques nous disent quelles sont ces réductions d'émissions qui sont nécessaires. Et le problème, c'est que selon l'accord de Paris, ce sont les États qui décident quelle est leur juste part de cet effort d'atténuation mondiale nécessaire. Et pour l'instant, les pays n'ont pas choisi vraiment une juste part, ont vraiment choisi de faire des efforts minimes. Donc, la conséquence, c'est qu'ils vont toujours dans une fourchette, ils vont toujours prendre la fourchette basse. Et malheureusement, le problème, c'est que la trajectoire de réchauffement climatique que l'on observe actuellement nous amène vers un réchauffement de 3, voire peut-être 4 degrés à la fin de ce siècle, ce qui n'est pas, ce qui est très insatisfaisant. Et on a vu cela également dans la décision de la Cour suprême néerlandaise dans l'affaire Urgenda. Dans ce cas, la Cour a présenté une sorte de fourchette en matière d'émissions équitable qui allait de 25 à 40% de réduction à atteindre en 2020 pour les Pays-Bas. Et les juges ont dit qu'ils ne pouvaient approuver que la partie la plus basse de cette fourchette. Et bien sûr, si chaque tribunal domestique décide d'appliquer la partie la plus basse de la fourchette d'émissions, eh bien, évidemment, le résultat est tout à fait insatisfaisant. Donc, ça veut dire que nous ne pourrons pas atteindre le but fixé par l'accord de Paris. Donc, comment est-ce que la Cour européenne des droits de l'homme pourrait nous aider à résoudre ce problème? Pour répondre à cette question, nous devrions d'abord examiner le concept de la marge d'appréciation. La marge d'appréciation se réfère surtout à la discrétion que peut apporter un État lorsque l'État interprète ou applique la Convention. Donc ça, c'est la jurisprudence de la Cour de Strasbourg qui nous le dit. Bien sûr, ce que les universitaires ont vu et sur quoi ils sont d'accord, c'est que la marge d'appréciation découle du principe de subsidiarité. Et le principe de subsidiarité trouve une expression dans la compréhension de la Cour en fonction de leur proximité à leurs propres affaires domestiques. Ce que cela signifie, c'est que la marge d'appréciation ou le degré de discrétion dont pourrait bénéficier un État dépend de la proximité d'un État à ses propres affaires domestiques. Qu'est-ce que cela signifie
En ce qui concerne le changement climatique, c'est un problème mondial. Donc, la proximité des autorités d'un État par rapport à leurs affaires domestiques n'est pas du tout pertinente lorsqu'il s'agit de déterminer la part équitable d'un effort d'atténuation mondiale. Donc, malheureusement, nous pensons que les États ont une toute petite marge d'appréciation, une marge d'appréciation très, très fine sur cette question. Et voilà donc le point de départ de notre argument sur le fait que les obligations positives des États au titre de la Convention nécessitent de leur part qu'ils adoptent des réductions d'émissions urgentes et significatives qui sont nécessaires pour protéger les droits des demandeurs. Nous ne demandons donc pas à la Cour d'approuver une approche particulière par rapport au fait, à la mesure, à la détermination de cette part équitable de l'État. Et la question, par exemple, de savoir s'il y a une responsabilité historique par rapport à des émissions par habitant, quelle est l'approche correcte pour mesurer l'équité? C'est une question qui est très litigieuse, qui est très controversée, et nous ne demandons pas à examiner cette question. Par contre, nous demandons à ce que les efforts de réduction, d'atténuation des États soient jugés selon les approches les plus exigeantes dans la détermination de ces parts équitables. Nous basons cet argument sur le principe de droit qui est bien établi, que lorsqu'il y a de multiples contributeurs potentiels à une nuisance, un dommage particulier, et lorsqu'il y a une incertitude en matière en ce qui concerne le contributeur qui a provoqué le plus de dommages, le plus de dégâts, l'ambiguïté liée à cette incertitude doit être résolue en faveur de la victime. Cela signifie que l'ambiguïté sur la question de l'équité et de la justice doit être résolue en faveur des victimes. Donc, cela signifie que cela doit être résolu suivant les mesures les plus exigeantes. Donc, pour l'instant, la Cour a répondu de façon très positive à cette affaire de ces jeunes demandeurs. Le 15 octobre, la Cour a accordé un niveau de priorité à cette affaire sur la base de l'urgence et de l'importance des problèmes qui ont été posés. Et ensuite, le 13 novembre, la Cour a communiqué cette affaire au gouvernement défendeur. Donc, c'était juste environ 2 mois après le début de cette affaire, le lancement de cette affaire. Donc, si on voit par exemple, par comparaison, en 2019, environ 85% des affaires qui ont été menées devant exposées à cette cour ont été jugées irrecevables sans être communiquées aux défendeurs. Donc, le fait que cette affaire a eu le statut de priorité, on a accordé le statut de priorité à cette affaire, est extrêmement important. Et peut-être que nous sommes sur le point d'obtenir un jugement de la Cour qui aura des conséquences profondes sur les obligations des gouvernements en Europe à agir en ce qui concerne la crise climatique. Nous avons très peu de temps pour éviter une catastrophe climatique, donc nous espérons que les juges de la Cour demanderont aux principaux responsables des émissions en Europe d'agir en fonction de la science.